Ami. Et pour ouvrir le livre de l'étrange et de l'inexpliqué, une grande médium, une grande voyante, Maude Christen. Bonsoir Maude. Bonsoir Bob. Ravi de vous accueillir. Alors on va tout dire. Eh bien, ravi d'être avec vous. En fait, on va tout dire. Moi, ce que je dis toute la vérité. En fait, on a enregistré l'émission il y a 15 jours et on l'a perdu parce qu'en fait, on a notre disque dur qui a grillé. Donc, on va refaire l'émission, Maude. C'est comme ça, c'est la vie. C'est ça aussi les médias. Hein. Aucun problème. Bon, alors en plus vous en serez que meilleur parce que vous avez peut-être dit des choses que vous vouliez pas dire et hop là il y a séance de rattrapage Maude. Alors je rappelle en tout cas pour ceux qui ne vous connaissent pas que comme je le disais vous êtes une voyance, un sujet psy très médiatisé depuis 1987 après un passage remarqué à l'émission Les Dossiers de l'écran d'Armand Jameau, moi qui ai une cinquantaine d'années bientôt, ça a bercé mon enfance. Puis vous avez été très mise en avant en raison de démonstrations publiques de dons de préconitions et d'expériences en parapsychologie, et vous militez pour une reconnaissance, une étude sérieuse de ces phénomènes parapsy par la communauté scientifique. Alors ça, c'est vraiment le propre de beaucoup de médiums et de voyants sérieux qui veulent une vraie reconnaissance. Est-ce que c'est primordial aujourd'hui, Maude Christen, d'avoir cette reconnaissance par la communauté scientifique ? Alors, c'est absolument primordial parce que on peut pas changer le monde tout seul. Vous voyez, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai très très envie de quitter la France. Voilà. Quand vous faites ce métier, le monde se divise entre ceux qui vous connaissent, qui vous apprécient, la vie tout à fait normale que vous avez avec vos proches, vos clients, les gens avec qui vous travaillez, qui vous respectent, et puis le reste du monde qui vous voit, alors, véritablement comme si vous étiez Rocancourt en personne, vous voyez. Ah oui, carrément. Une sorte d'animal à abattre, qui a le culot d'oser dire qu'il a des capacités psychiques. Alors là, c'est un déferlement de haine absolue et totale. Et la seule possibilité de changer ça, c'est de travailler avec des scientifiques pour arriver à démontrer que ces capacités sont universelles. Ouais. Que nous les possédons tous. Et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant de nombreuses années, avec succès, en ce qui concerne ma collaboration avec des scientifiques, mais avec un échec total quant au changement des choses. Non pas dans la population, puisque il y a énormément de gens, on l'a vu avec le phénomène social que représente l'INRES, qui s'intéressent à ces questions, qui ont une ouverture à ces questions. Mais alors, en ce qui concerne les autorités, 0 laboratoire de parapsychologie, la persécution des chercheurs qui ont le mauvais goût de vouloir s'intéresser à ces questions, bref, rien n'a changé. Voilà. Mais c'est dramatique, hein, parce que c'est dramatique parce qu'on a la sensation que le public est très intéressé, de plus en plus ouvert à toutes ces, je dirais des sciences, on peut dire ça comme ça. En tout cas, ces sciences parapsy, et pourtant, les autorités, l'establishment ne veut pas reconnaître tout cela. De toute façon, la meilleure façon, mieux que le bûcher et l'inquisition, le déni. Déni, parce que si vous n'existez pas et si vos capacités n'existent pas, de toute façon, c'est très simple. Ou ces capacités existent, et dans ces cas-là, la voyance peut être une sorte de fonction sociale et de métier, mais réelle, vous voyez, qui n'a rien à voir avec le fait de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre et de faire soi-disant de la psychologie. Au passage, d'ailleurs, j'ai fait aussi ces expériences parce que j'en avais assez d'avoir des gens très gentils sur les plateaux qui me prenaient, vous voyez, un petit peu de haut, en disant, c'est bien, madame, vous êtes gentille, faites de la psychologie, vous devez avoir beaucoup de psychologie, vous devez être une personne très fine. Alors, moi, je demande à n'importe quel psychologue de faire ce que font des voyants, des vrais voyants dans une consultation. C'est absolument impossible, ça n'a rien à voir, vous voyez. Donc je me suis dit, bon, puisqu'on me dit que je fais quelque chose que je ne fais pas, je vais en laboratoire essayer de montrer ce qu'on peut faire, et après, on va pouvoir discuter. Le problème, c'est que pour aller en laboratoire montrer ce qu'on peut faire, il faudrait qu'il y ait des laboratoires. Et oui. La boucle est bouclée, vous voyez. Voilà, donc évidemment, au bout d'un certain moment, qu'est-ce qui reste ? La possibilité de refaire en télé éternellement les mêmes expériences qui, quelque part, ne servent absolument plus à rien, puisque j'ai été les faire avec Marie-Monique Robin dans le cadre de son film Le Sixième Sens, on est à Édimbourg, aux États-Unis. Après ça, qu'est-ce qu'on s'est dit avec Mario Varvoglis de l'EMI ? On s'est dit quoi aussi, ça va changer les choses, il va se passer quelque chose, on va intéresser les pouvoirs publics à la question. Que nenni, du mépris, de la haine, des injures. Voilà, c'est tout. Et alors, quel serait... Vous remarquez, c'est bien, vous le prenez à la rigolade, parce que c'est vrai qu'avec le temps, après l'expérience... Je peux pas le prendre autrement, si vous voulez. Je peux pas le prendre autrement parce que c'est complètement énorme. Quand on s'intéresse au dossier, quand on s'intéresse vraiment au dossier, qu'on voit les résultats qui ont été produits, je parle pas du tout par moi, il y a des dizaines de médiums hyper qualifiés dans le monde, je pense à Joe McMonigle, grand espion psychique pendant des années qui a fait des expériences tout à fait remarquables. Je ne tire pas ça à moi et ma petite personne, bien au contraire. Quand on voit ce dossier aurait dû amener des subventions, ce dossier aurait dû amener un intérêt à cette question, ce dossier aurait dû sortir les capacités psychiques, la voyance, la clairvoyance, la précognition, de l'ombre boueuse et dégoûtante dans laquelle ils sont toujours enfouis. Voilà, c'est pas ce qui s'est passé.
Alors, c'est marrant parce que vous êtes quand même souvent exposé, hein. C'est-à-dire malgré toutes les railleries, les moqueries, les cases dans lesquelles on a peut-être voulu vous mettre, vous êtes exposé. Et récemment, moi j'ai eu envie de vous avoir en ligne parce que c'est vrai que sur YouTube, on a vu un témoignage que vous avez eu le courage de poster concernant la situation de la France. Alors c'est vrai que c'est votre pays de cœur, même si vous êtes de l'autre côté du pays, de la planète aujourd'hui. C'est votre pays de cœur. C'est ici que vous avez grandi, j'imagine. Voilà, vous êtes né là. Tout à fait. Et c'est parce que c'est mon pays de cœur que j'ai eu envie de le faire. C'est parce que c'est mon pays de cœur que j'ai eu envie de le faire. Alors, ce constat, il est très dur. En tout cas, c'est que vous avez, en tout cas, c'est pas un constat, c'est en fait ce que vous ressentez, un ressenti profond. Et bon, il faut pas être, faut pas sortir faut pas forcément être voyant pour voir que ça va mal, mais vous osez le dire. C'est-à-dire que c'est ça qui est. Donc, c'est encore là une prise de risque. Vous êtes rare à le faire parce que souvent, dès qu'on va sur du sociétal, on est toujours un petit peu frileux quand on est médium ou voyant. C'est-à-dire que je pense qu'en faisant ça, j'ai aussi bafoué un interdit qui est que je ne suis pas supposée, dans la mesure où, une fois de plus, pour énormément de gens, je suis de la même race que les Rocancourt, hein, donc quelqu'un d'absolument abominable, odieux, corrompu. Bon, je ne suis pas censée me mêler de politique. Vous voyez, je suis censée éventuellement essayer de me rapprocher des stars, des milieux mondains, chose que bien entendu je n'ai jamais fait. Mais c'est pas grave, je suis censée vivre comme ça et faire ça. Mais je ne suis pas du tout censée être autre chose qu'un parasite social. À partir de ce moment-là, que j'ai des engagements, j'en ai un majeur dans la cause par rapport à la cause animale depuis des années maintenant, hein, ou que j'ose dire, voilà, ce qui va se passer politiquement, attention à vous, c'est un tabou majeur dans la mesure où, bien entendu, même si j'ai bien entendu tout un tas de gens qui me connaissent, qui m'apprécient, évidemment, imaginez par exemple une petite commune dans laquelle je me présenterai sur n'importe quelle liste en tant que conseiller municipal. Mais jamais je ne pourrais me présenter en tant que conseiller municipal. La moitié de la liste dirait « Ah, elle est formidable, elle a des capacités incroyables, je l'ai vue, elle a changé ma vie, etc. » Puis l'autre moitié dirait « Mais non, mais vous ne pouvez pas cette horrible bonne femme, mais qu'est-ce qu'elle fout là ? Vous voyez, c'est pas possible. » Bon, donc j'ai d'une certaine façon bravé un interdit en disant « Voilà, je peux aussi être un citoyen. » Voilà, je peux aussi être un citoyen et moi j'ai pas beaucoup j'ai pas d'autres moyens d'aborder le monde que mes capacités psychiques. Ouais. Comme ça que je perçois la vie, c'est à travers elles que je perçois la vie, c'est à travers mes flashs de clairvoyance, de clairaudience que je relationne avec le monde. Vous voyez ? Et ces informations me sont parvenues et elles m'inquiètent d'autant plus qu'il y a fort longtemps maintenant. Et j'ai commencé cette vidéo tournée avec une horrible caméra qui me rend violette et toute déformée, mais on s'en fout parce que je pensais jamais que j'aurais le succès que j'ai eu sur Internet. Je faisais ça vraiment pour mes proches et pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook. Quand j'ai tourné cette vidéo, j'ai eu vraiment la sensation de devoir exprimer ce que je sentais parce que ce que je sentais était grave, était douloureux, était terrible. Et dans la mesure où en 1992, il y a des années maintenant, j'avais déjà eu des flashs extrêmement précis qui se sont avérés représenter l'effondrement des tours du World Trade Center. Ça a été repris par plein de gens à l'époque, qui Christiane Cassier dans son guide des voyants, etc. J'avais fait un article pour Marie-Claire où j'avais vu l'ensemble des évolutions qui allaient se produire sur le plan planétaire. Un voyant n'est pas un prophète, il faut le répéter. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas avoir des perceptions, cet intérêt pour le collectif et cette possibilité de voir des choses pour le collectif, il faut quand même la relativiser. Je ne peux pas avoir des perceptions qui font que pays par pays, lieu par lieu, je vais pouvoir percevoir tout ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que la voyance, quand on est voyant, et pas prophète, passe à travers les êtres humains. Vous voyez ? Pourquoi j'ai vu l'attentat du World Trade Center ? Parce que, je le raconte dans l'article de Marie-Claire en 92, j'ai eu des flashs de gens qui étaient échevelés, couverts de boue, au milieu de tours qui étaient effondrées aux États-Unis. J'en ai eu plusieurs. Pourquoi le destin a fait que j'ai eu dans les mains, par mes clients, des photos de gens qui ont été impactés par le World Trade Center ? Je n'en sais rien, c'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que je l'ai vu. Il y en a eu plusieurs. Bon, maintenant, comment j'ai pu avoir les flashs dont j'ai parlé dans cette vidéo qui concernent là, cette fois, vraiment l'avenir de la France ? Parce que, si vous voulez, à travers des consultations individuelles, mais aussi à travers le fait de me retrouver dans certains lieux, j'ai eu des perceptions physiques, psychiques, auditives, visuelles, qui m'ont fait conclure
à l'imminence de situations extrêmement graves. Alors ça, c'est important. Maintenant, ce que vous dites. Vous dites que finalement, le fait dans un lieu vous facilite le flash. C'est-à-dire que vous vous imprégnez du lieu et là, vous avez le flash. C'est-à-dire que vous pouvez pas... Ouais, c'est ça. C'est très important, ça. Absolument. Ça marche pour le passé comme pour le futur. Vous voyez, le public se rappelle de démonstrations que j'ai pu faire, par exemple, à l'ancien emplacement du cirque Medrano. Et j'ai parfaitement perçu ce qui s'était passé avant, alors que l'immeuble en lui-même est un lieu parfaitement classique, un immeuble années 70 à Paris, vous voyez. Et je peux avoir ces perceptions sur le passé, mais je peux aussi parfois être interpellée, et c'est le propre de la précognition, sur des éléments qui vont arriver dans le futur. Or, en étant dans des lieux, j'ai vu, par exemple, des gares, des hôpitaux, des écoles. J'ai vu une situation qui n'était plus du tout celle qu'est la France aujourd'hui. Je résumerai en disant, c'est comme si nous allions lentement vers la situation de la Grèce. Et j'ai senti aussi sur pas mal de mes clients à titre individuel, moi j'ai prévenu les gens dans mon travail. Depuis 3-4 ans, je préviens tous mes clients. Pourquoi j'ai fait cette vidéo ? Parce que j'ai eu, je sais pas comment expliquer ça, une sorte de besoin de faire quelque chose pour tous ceux qui ne me consultaient pas, me consulteraient jamais. Et je ne voulais pas, en ayant toutes ces informations, les garder pour moi, parce que j'aurais eu l'impression d'être complice quelque part de l'espèce de chape de béton silencieux, vous voyez, qui recouvre notre pays comme une sorte de tension terrible avant l'orage, mais personne, vous voyez, n'ose trop dire rien dire. Les médias officiels restent extrêmement prudents. On est toujours dans l'attente d'une je ne sais quelle amélioration, qui est bien sûr entretenue par les politiques. Et à un moment, je me suis dit non, c'est pas parce que je suis à l'autre bout du monde maintenant pour y écrire, pour y travailler, pour y réfléchir, pour y respirer aussi, que je ne dois pas faire quelque chose, que je ne dois pas dire quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de le faire. J'ai écrit ce texte quasiment en une nuit. J'ai tourné à va-vite dans les mêmes conditions. Ce que je veux dire, c'est comme s'il fallait que ça sorte. Et depuis que je l'ai fait, je me sens infiniment mieux. D'abord parce que j'ai eu des centaines de témoignages de gens qui m'ont remercié. J'étais très étonnée. Vous voyez, je pouvais pas imaginer aujourd'hui cette vue. On est presque à 50 000 vues. Moi, je sais pas. Je pensais que j'allais avoir 2000, 3000 personnes qui verraient cette vidéo. Et en effet, je pense que ça a eu un écho. Pourquoi ? Parce que ce que ressentent les voyants finalement est très proche de ce que l'inconscient collectif pressent. Vous voyez, je me suis battue pendant 15 ans, 20 ans pour dire non, la voyance, c'est pas un don. C'est pas un don, c'est une capacité que tout le monde a. Bon, alors maintenant, bien entendu, c'est comme la musique, tout le monde peut apprendre à jouer une partition de piano, tout le monde ne devient pas Hélène Grimaud non plus. Ça, c'est certain. Mais tout le monde a des capacités extrasensorielles. Tout le monde ressent. Tout le monde fait des rêves prémonitoires. Ou presque. Tout le monde a un jour cette sensation étonnante qui fait qu'on pense à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 20 ans et clac, le téléphone sonne. Tout le monde dit ça. Rupert Sheldrake a beaucoup parlé de ses capacités. La voyance n'est pas un état d'élection. Et pourquoi cette vidéo a eu ce succès et c'est pourquoi j'ai reçu ces centaines de messages vraiment de gens reconnaissants. Alors finalement, j'avais pas fait grand-chose. C'est simplement parce qu'enfin, quelqu'un disait, c'est exactement ce que vous évoquiez, Bob, c'est enfin quelqu'un disait ce qu'il ressentait, ce qu'il savait. Ou ce que, parce que j'ai beaucoup aussi de témoignages dans ce sens-là, leur métier très divers, fonctionnaires à certains endroits ou fonctionnaires pour d'autres, chefs d'entreprise, avocats, économistes, avaient eux aussi vu dans leur pratique, à travers leurs analyses. Vous voyez, c'est pas une vérité. J'ai rien inventé en faisant cette vidéo. Vous voyez, je ne détenais pas. Simplement, moi, mon outil, c'est mes flashs. Sauf que d'un économiste, c'est ses analyses. Moi, voilà. Bien sûr, quand je lis beaucoup la presse, je regarde un peu le monde vivre, je suis très observateur, c'est mon métier. C'est mon métier. Mais c'est vrai que ce que vous dites dans cette vidéo, qui annonce, on va détailler un petit peu, et on va essayer de voir un petit peu où on va aller, en tout cas où la France va aller, mais on peut s'attendre au clash. Moi, je reçois des économistes ici qui me disent attention, on va dans le mur. Donc vous le dites, mais on peut s'attendre à quoi aujourd'hui? Quel flash véritable vous avez vu? Est-ce qu'il faut mettre ses économies ailleurs? Est-ce les banques vont s'écrouler? Est-ce que il va y avoir on voit aujourd'hui qu'ici ou là il y a la montée du nationalisme, on se fout sur la gueule, on déteste les différences. Est-ce que on peut s'attendre à des choses difficiles? On voit qu'il y a des manifestations pro-palestiniens, anti-juifs. Oui. On se dit mais essayons de vivre en harmonie les uns les autres et c'est de pire en pire. Est-ce que ça va s'accentuer?
Oui, ça va s'accentuer. Ça va s'accentuer. Je pense que le nationalisme va prendre un essor tel où il sera au pouvoir de manière tout à fait légale, avec des élections gagnées, ou bien le score sera tellement important aux élections que de toute façon ce sera la même chose, parce que il faudra gouverner avec. Ce qui est étonnant, c'est que le nationalisme ne réglera pas les problématiques environnementales majeures. Il ne pourra rien faire contre la pollution de l'air, des mers, des rivières, des sols, la crise de la biodiversité, l'extinction de masse des espèces animales. Il ne représente pas de solution. Et quand on dit ça, on est absolument agressé, haï. Moi, j'ai aussi des messages de haine, parce que j'osais dire, votre rêve ne va pas se réaliser. Le nationalisme va prendre une ampleur absolument phénoménale dans les années qui vont venir. Parce que il va être capable de redonner aux Français un espoir. Voilà. Et je crois qu'à un moment, c'est pas tant la réalité qui compte, c'est la possibilité de se projeter dans quelque chose de plus heureux. Vous voyez ? Quand bien même, on serait une fois de plus trompé. Et les Français pensent que dans le nationalisme, ils vont trouver leur bonheur. Absolument. Absolument, et retrouver une identité perdue. Il faut comprendre aussi que on a vu que l'Allemagne, on a vu que l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, ça leur a pas porté bonheur. Hein. C'est-à-dire que ça a déjà fait des milliers de morts, et puis finalement le nationalisme a servi à rien. Hein. Ça marche très bien. Ça marche très bien quand ça va mal. Ça marche très bien quand ça va mal parce qu'on travaille sur les peurs, on stigmatise des populations. Ben oui, c'est ça. Ouais. Et aussi sur des questions d'identité. Ça va très très bien fonctionner. Alors moi je ne le sais pas sur le plan. D'abord je m'intéresse assez peu à la politique et j'aurais bien voulu être dans un monde qui tourne suffisamment rond pour pas m'y intéresser du tout. Vous voyez, j'aurais préféré. Mais il se trouve que c'est pas le cas. Le déni qui existe par rapport à la parapsychologie m'a obligée à me pencher sur d'autres questions. Ouais, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'étais très naïve quand j'étais jeune, je me suis dit, bon, écoutez, c'est pas compliqué, ces capacités existent, je vais travailler avec des chercheurs, c'est facile à prouver puisque ça existe. Donc je croyais en un monde juste, en une science vraie, qui se serait intéressée à la vérité, etc. Et j'ai découvert ensuite, bien entendu, que dans d'autres domaines économiques, médicaux, enfin, je me suis intéressée bien sûr à tout un tas de questions. Cette montée du nationalisme, j'en ai parlé il y a 15 ans, il y a 20 ans à mes clients. C'est quelque chose que je sens depuis extrêmement longtemps. Je crois, je ne sais pas si vous avez lu ce livre d'Elisabeth Kubler-Ross. Non. Sur le deuil, Elisabeth Kubler-Ross a assisté des centaines de personnes quand ils étaient en fin de vie. Et elle dit que, au début, elle travaille chez un médecin et elle a beaucoup travaillé sur le deuil parce qu'elle travaillait chez un médecin qui devait annoncer aux gens qu'ils allaient être aveugles. Métier horrible, je ne sais pas si vous imaginez. Bon. Non, je veux même pas le savoir. Elisabeth Kubler-Ross, horrible, vraiment horrible. Elisabeth Kubler-Ross, elle était l'assistante de ce médecin, elle travaillait avec lui. Et elle a repéré que les gens, par rapport à cette très mauvaise nouvelle, fonctionnaient tous de la même façon. D'abord, c'était le déni, c'est-à-dire, non, docteur, vous vous trompez. Bon. Après, c'était la colère, hors de question. Ouais, pourquoi moi ouais. Oui, et puis pourquoi moi? Les gens qui m'écrivent salope quand ils voient ma vidéo, c'est le déni. Voilà, on ne veut pas savoir. Bon. Après, il y a la phase de négociation qui est, oui, ok, je vais peut-être être aveugle, mais d'un œil. Je résume. Et puis après, il y a en général l'effondrement, la dépression, et si ma mémoire est bonne, après, il y a le renouveau. Bon. Je crois que le nationalisme, c'est un stade. Et c'est un stade qui correspond à la fois à la colère et au marchandage. Et il faudra que le peuple français passe par là. Ouais. Vous voyez ? C'est de l'ordre de la réaction psychique collective. Et de toute façon, vous le voyez, ce marchandage, cette négociation avec le nationalisme, vous la voyez, quoi. Oui. Ouais. Oui, c'est inévitable. C'est inévitable et il faut également reconnaître que il faut tout de même avouer que les gouvernants depuis 25 ans ont absolument tout fait pour que ça soit comme ça. Ah ouais, c'est les principaux fautifs. Ils ne pourraient pas faire mieux. Ouais. Chaque jour, vous savez, il y a des pubs rigolotes qui disent perdez de la graisse en dormant. Ouais. On a l'impression que le Front National gagne des voix en ne faisant rien. Ils ont juste à récolter les voix de tous les déçus et à juste titre.
tous les opprimés, tous les déçus, toutes les personnes qu'on n'entend pas, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas écouter, qui s'appauvrissent, qui se précarisent, qui vivent dans des conditions difficiles et qui ont besoin de focaliser leur colère. Bon, vous me donnerez le nom de la marque du produit qui fait maigrir en dormant pour Mathieu. Hein, donc on sait jamais qui réalise les émissions. Ça marche pas. Ça marche pas très bien. J'en ça rêve. continue de marcher. Il y a toujours des gens pour croire. Toujours des gens pour croire qu'on maigrit en dormant. Ouais. Alors maigrir en dormant non, mais gagner des voix en dormant oui. Oui, ça c'est presque scientifiquement prouvé. Alors on a envie de vous poser une question, c'est le rétroplanning, quoi. C'est-à-dire que quand on voit ça, vous disiez tout à l'heure que vous aviez vu l'effondrement des 2 tours, les tours jumelles à New York bien avant. C'est arrivé. Là, vous voyez ça dans combien de temps Écoutez, quand j'ai parlé du World Trade Center, c'était 10 ans avant, et pour moi même plus, puisque c'était en 92, oui, c'était bien avant. 92, oui, c'était vraiment avant. Dans mon esprit, ça aurait pu arriver demain. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai pas du tout de y a pas de notion de temps. Ce que je sens, c'est que les 2-3 ans qui viennent vont de toute façon être extrêmement difficiles. Avec le début de ce que j'ai ressenti et qui là me donne pas envie de rire du tout. Voilà. C'est-à-dire que en fait, c'est vraiment des questions. Ce qui va agiter le pays, c'est des questions de violence, c'est des questions d'agression, c'est des questions de guerre entre des communautés, et c'est aussi des problèmes économiques extrêmement importants. J'ai vu aussi beaucoup de problèmes climatiques. Vous voyez, donc je pense qu'on va être pris dans une espèce de tourmente. Alors maintenant, si j'ai fait ce que j'aurais jamais fait vis-à-vis d'un particulier, c'est-à-dire si je me suis autorisée à dire des choses qu'on m'avait pas demandé, c'est parce que je crois tout de même qu'aujourd'hui, la majorité des gens, en tout cas pas la majorité mais une bonne partie des gens ont des choix à faire. Et que quand on sait qu'on va vers ça, on fait attention. On fait attention à ses biens, on fait attention à ses sous quand on en a, on fait attention à ses entreprises, on fait attention à l'endroit où on vit, on fait attention à ses enfants, et on peut prendre aussi d'autres types de décisions. Alors bien sûr, tout le monde ne va pas aller vivre à l'étranger, tout le monde ne va pas partir. Il y a aussi des gens qui vont être parfaitement capables de s'adapter. Vous voyez, simplement, il faut sortir de l'idée que ça va revenir comme avant. Il y a énormément de gens qui attendent que ça revienne comme avant. Alors la croissance, c'est quand? Et on a l'impression c'est un petit peu comme les dames qui, même à un âge très avancé, attendent le prince charmant. Vous voyez, à un moment, c'est fini. Il faut comprendre. C'est fini là. Voilà. Alors maintenant, il y a des dispositions à prendre. Oui, je crois que il va y avoir de la part de l'État des mesures extrêmement violentes sur le plan financier. Oui, je crois qu'il va y avoir des confiscations de biens. Oui, je crois que on va rentrer dans une ère de surveillance absolument dramatique. Oui, j'en suis persuadée. La paupérisation va s'accentuer. La paupérisation va s'accentuer. Donc toutes les tout ce qui faisait le propre d'un pays par rapport aux classes moyennes ne va plus fonctionner. Le problème, c'est que c'est tout de même toute une part de l'économie. Mais est-ce que vous voyez éventuellement un renversement d'un gouvernement, des choses violentes quand même, parce que bon, vous voyez du sang et des larmes, hein, vous voyez des communautés s'affronter. Est-ce que ça peut renverser des gouvernements? Est-ce qu'il peut y avoir pas une révolution, parce que je sais pas, tant que les gens ont quelque chose dans l'assiette, ça révolutionne pas. Toutes les révolutions, elles ont au départ le manque de nourriture, mais même si on leur met de la politique devant les yeux, c'est souvent voilà, on n'a plus rien à manger, on s'énerve. Est-ce que vous voyez des gouvernements renversés? Je vois, j'ai vu à certains endroits des émeutes avec énormément de gens dans la rue et pas des manifestants entre guillemets normaux. Et des violents, quoi. Des fumigènes partout, des fumées partout, des voitures cassées, des cris, des hurlements, des évacuations, oui. Et puis aussi des choses très inquiétantes, des endroits que j'ai sentis quasiment en ruine, hein. Vous voyez, notamment des hôpitaux, des lycées, des endroits que j'ai sentis comme s'ils avaient été vidés. Ces espèces de visions qu'on a. C'est très apocalyptique, quoi. Un peu. Alors le problème, c'est que j'ai pas le timing exact. Et je n'ai jamais prétendu l'avoir. Là où je suis sûre de moi, c'est sur le plan économique par rapport aux 10 ans qui viennent et à cette répression, cette surveillance, cet effondrement et cette précarisation. Voilà.
Voilà, ça c'est là. Maintenant, et les premières violences aussi. Maintenant, il y aura probablement un crescendo et le pic avec des lieux publics effondrés. Ça, je ne saurais pas le dater. Mais de toute façon, ça sera crescendo. Est-ce que vous pensez que finalement la France doit passer par là ? J'ai pas à savoir par quoi la France doit passer. Je suis pas le papa de la France. Et franchement, je préfère. Je reformule ma question. Je reformule ma question. Je suis pas le papa de la France. Je sais pas si elle doit passer par là. Je vois qu'elle va passer par là. Alors, voilà. Maintenant, on est allé trop loin pour qu'elle ne passe pas par là. C'est surtout ça. C'est aller trop loin pour que ça ne passe pas par là. Voilà, je reformule ma question. Est-ce que finalement la France doit passer par là pour aller mieux ? Est-ce que c'est ce que vous avez vu que c'était inévitable pour qu'elle se relève ? Parce que toutes les civilisations, tous les États qui sont passés par des phases difficiles ont heureusement réussi à relever la tête. Est-ce que finalement c'est inévitable ? On doit absolument passer par là pour vous, en tout cas, vous voyez ça pour que éventuellement on reparte sur de nouvelles bases ? Je peux pas, je vous mentirais en vous disant que je vois les nouvelles bases, mais c'est normal, hein, parce que si vous voulez, les perceptions de clairvoyance, même si elles éclairent devant nous 100 mètres ou 300 mètres, et qu'on ne sait jamais si c'est 100 mètres ou 300 mètres, elles éclairent pas 1 kilomètre non plus. Et quand le temps avancera, pour le moment, je peux pas vous dire j'ai un renouveau, voilà. Mais c'est parce qu'on rentre dans une crise qui est extrêmement violente. Pour le moment, je peux pas vous dire je vois le renouveau. Le renouveau arrive, si ça se trouve, dans 10 ans ou dans 5 ans, j'aurai des perceptions très claires de ce renouveau. Pour le moment, je ne les ai pas, donc je vais pas les inventer. Alors, Maud Crestel, je vous propose de rester avec moi. On fait un petit break, on se retrouve dans quelques instants. Réaction, commentaire, vous étiez très attendu. Le Facebook est à votre disposition. Vous qui nous écoutez, Bob vous dit toute la vérité. Ou le Twitter, Modias Bob Vérité. La grande philosophe Ophélie Winter. Dieu m'a donné la foi. Dans la vie, il y a 2 possibilités. Savoir ou ignorer. À vous de choisir. Bob vous dit toute la vérité. Pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Dans tous les cas, les 13 et 14 juin dernier, vous étiez là pour ne pas ignorer, pour tout savoir. C'était les rencontres du mystère et de l'inexpliqué. L'occasion vous était donnée de vivre 27 conférences. Des conférenciers venant du 4 coins du pays, mais aussi de l'étranger, étaient là pour que vous ne puissiez plus jamais dire « je ne savais pas ». Vous étiez là, vous avez vu peut-être voir 6, 7, 8 conférences. Eh bien, pour ceux qui étaient là et qui ont vu que 6, 7, 8 conférences, et pour ceux qui n'étaient pas là, séance de rattrapage en vidéo, et ça vous a plu, véritablement, puisque sur place, on vous a interviewé. Voilà ce que ça donnait. Bob vous dit toute la vérité présente, les rencontres du mystère et de l'inexpliqué. C'est toujours intéressant de vivre voix et de rencontrer ces gens en personne. Et puis éventuellement parler avec eux. En France, il y a un tabou, on parle de rien, on ridiculise tout. Et j'ai l'impression comme là aujourd'hui, il y a d'autres gens qui sont comme moi qui s'intéressent et on n'est pas des fous. On veut juste s'intéresser. Après à nous de juger si c'est valable ou pas. Mais ça nous faire notre opinion. On nous laisse réfléchir nous-mêmes. Ce qui me plaît déjà, c'est l'originalité, c'est le fait qu'on entend ce qu'on entend nulle part ailleurs, l'authenticité aussi, la richesse des sujets, le fait qu'on parle d'énormément de choses qui sont un petit peu cachées par les médias. C'est l'ouverture vers quelque chose qui manquait vraiment en France. Ouais, c'est fidèle à déjà ce qu'on pensait et on a eu encore des nouvelles révélations. En fait, il y a eu un avant et un après, Bob vous dites la vérité. Ça m'a changé complètement en tant que personne sur trop de sujets et je ne suis plus du tout la même personne que j'étais il y a 2 ans. Bob vous dit toute la vérité pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Et voilà pourquoi on est là chaque jour et sans peu. Donc d'autres rencontres sont à venir bien évidemment. Et si vous voulez donc vous procurer ces rencontres en vidéo, il y a un tarif spécial abonné. Aujourd'hui sur la bande FM, vous avez pu entendre ça. Veillée d'armes à Rio, l'équipe de France est arrivée sur place hier pour mieux préparer son quart de finale contre l'Allemagne. On va évoquer ensemble l'histoire des prénoms. Vous savez, les Français sont plutôt fiers de leurs prénoms. Est-ce que Xavier, ça s'est bien passé pour vous depuis le début ? Corinne Diacre est le nouvel entraîneur féminin de l'équipe masculine de foot de Clermont-Ferrand. Dans Bob vous dit toute la vérité, vous entendez ça. Actuellement, il y a quand même une certaine information, alors non pas qu'on nous cache, mais qui est traitée de façon très très discrète.
Alors moi je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment aux commandes sur les questions de défense nationale et qui aujourd'hui se penchent sur le sujet. Alors choisissez votre camp et abonnez-vous à la seule et unique web radio qui vous offre un autre regard sur la vie, la mort, la société, l'univers. Pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Choisissez votre camp, camarades, et parlez-en autour de vous. Nous serons là 24 heures sur 24 et pendant de nombreuses années. Et si votre futur était déjà notre présent? Bob vous dit toute la vérité tous les soirs sur le net. Avec Maud Christen ce soir qui nous fait l'amitié d'être présente avec nous de l'autre côté de la planète. Donc il fait beau chez vous ou pas en ce moment? Ah, c'est l'hiver. Un hiver magnifique, froid et beau, mais l'hiver. D'accord. Vous êtes où exactement? Dites-moi où vous êtes exactement. À Colonia del Sacramento. D'accord. Et c'est dans quel pays? C'est en Uruguay. Ah d'accord. C'est un pays absolument merveilleux. J'ai la chance de vivre dans un endroit qui ressemble à une réserve naturelle. Ouais. Et qui est à 7 minutes d'une ville d'une très grande poésie, qui est entourée par ses trois côtés du Rio et de son eau mauve et bienfaisante. Ouais. Voilà. C'est un lieu dans lequel je peux continuer de travailler, de me ressourcer, puisque mes projets sont maintenant de permettre, en inventant de nouveaux systèmes divinatoire et aussi en montant bientôt une école, de permettre à tous de développer leur capacité psychique. D'accord. Voilà. Et j'avais besoin d'un peu de sérénité. Alors, si vous avez froid, nous on a très très chaud, c'est la canicule en France. Je sais. Voilà, donc on est dans le studio, mais pratiquement tous nus, tellement on a du mal à respirer, on suffoque même. Dans tous les cas, vous êtes là pour continuer à parler de vos flashs, de l'avenir de ce pays qu'est la France, qui nous tient tous à cœur. C'est l'un des plus beaux pays du monde. Il suffit d'être allé à l'étranger pour voir qu'on a un pays formidable avec des ressources formidables et pourtant on est en train de le pourrir. Vous parliez de climat à l'instant, puisque chez vous c'est l'hiver, chez nous c'est l'été. Et vous avez vu aussi dans vos flashs des problèmes climatiques. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre à quoi? On voit bien aujourd'hui qu'il y a un dérèglement. C'est-à-dire que par exemple cette année, tout l'hiver, il y a eu une moyenne de 12 degrés à Paris, alors que l'année d'avant, il y avait de la neige à plus en pouvoir. Toutes les semaines, il neigeait 30 cm. Voilà, c'est complètement aléatoire, on sait plus. Là, on a chaud, dans 2 jours, il va faire moins 10, on va perdre 10 degrés, après on repart à 40. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. J'ai fait plusieurs émissions sur le sujet. Vous pensez vraiment qu'on va dans le mur de ce côté-là aussi? C'est-à-dire qu'il y a les journées du climat, vous savez, qui vont arriver l'année prochaine et on continue. Ah, pardon. Non, allô. Oui, je disais qu'il y a les journées du climat qui vont arriver là en septembre, octobre prochain, enfin l'année prochaine en France. Et malgré tout, on a la sensation que même si on dit à tous qu'il faut prendre conscience de notre climat, on s'en fout un petit peu. Et vous voyez que ça va s'accentuer, le dérèglement climatique? Oui, c'est-à-dire que ce qui m'a étonné, c'est de ressentir j'ai ressenti des espèces de tempêtes très chaudes, type genre de truc qu'on a en Asie. Ah oui, d'accord. Un peu genre la mousson à Paris. Ouais, j'ai vécu ça il y a quelques années. Il y avait eu un semblant de mousson à Paris. C'était étonnant, cette moiteur et cet l'orage, quoi, en fait, c'est ça. J'ai eu aussi beaucoup de dégâts avec la mer, beaucoup de dégâts. Comme si la mer devenait complètement démontée. Des niveaux de tempête, très très élevés, très élevés qui m'ont interpellé. Et surtout c'est comme si la France allait être prise dans des phénomènes météo qui ne sont pas normalement présents à cette latitude-longitude. Ouais. Une sorte de dérèglement majeur avec le vent, l'eau, beaucoup d'eau. Oui, comme si les axes se déplaçaient un petit peu, les axes de climat, quoi. Ouais. Oui. C'est quand même. Vous les voyez toujours ces flashs, c'est-à-dire que vous m'aviez dit tout à l'heure que le matin vous êtes ou à une nuit vous avez écrit tout ce que vous aviez vu. Est-ce que ça s'accentue? Est-ce que vous en avez de plus en plus? Est-ce que oui. Ah ouais. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu vraiment envie de le dire, parce que la récurrence des rêves. Avec des cauchemars de climat, de côtes inondées, de parfois des chaleurs complètement écrasantes, le genre de climat qu'on peut avoir à Macao. Ouais, bien sûr. Hein. Ça m'a beaucoup frappé. Ouais. Et ça a commencé il y a une dizaine d'années à Paris. J'étais sur un banc
près des Champs-Élysées, à un moment, j'ai eu une espèce de perception du futur. Il faisait tellement chaud qu'il y avait même des oiseaux qui en étaient morts. Vous voyez, une espèce de chaleur comme ça horrible, qui n'a aucune raison d'être, qui n'a absolument aucune raison d'être normalement dans un pays comme la France. Ouais. Ça vous fait quoi au fond de vous? Est-ce que mal? Ouais, ça vous fait mal. Ouais. Mal parce que comme vous, je considère que la France est un pays avec des ressources extraordinaires. Mal. Est-ce que vous en parlez parce que vous conseillez aussi, j'imagine, des chefs d'entreprise sur le business. Est-ce que vous leur dites que ce qui va se passer, est-ce que peut-être des chefs d'entreprise français et quelles sont les relations? J'ai une politique qui est très claire, c'est que je dis toujours ce que je vois. Voilà. La voyance n'est pas un outil de coaching pour surmonter le moral, ou c'est véritablement un système d'investigation qui fait des prévisions qui sont pas parfaites. Vous disiez tout à l'heure, c'est une science, non, c'est un art, mais c'est un art qui a pour objet de produire des probabilités. Il se trouve que d'une manière tout à fait récurrente, ces probabilités s'avèrent fiables. Ce qui ne veut pas dire qu'on se trompe jamais. Or, bien entendu, depuis des années, je dis à des chefs d'entreprise, alors beaucoup aujourd'hui me rappellent ou cherchent le contact avec moi pour dire, oui, vous m'aviez dit ça en 99, voilà, on est en 2012, bah oui, voilà, on est complètement dedans. À l'époque, j'avais pas cru. Bon. Dans un livre que j'avais écrit en 94, j'avais déjà parlé de toutes ces visions extrêmement douloureuses pour la France. Alors, à l'époque, tout le monde avait rigolé, mais c'est normal, hein. Ça, j'assume complètement, parce que vous imaginez en 94, imaginez qu'il y aurait une crise majeure, enfin, c'était impensable. Bon. Donc c'est des choses que je sens depuis très très longtemps. Je dirais même que, étrangement, je les sens depuis que je suis adolescente. Voilà. Mais bon, quand j'étais adolescente, je suis dans 64. Alors, vous imaginez, quand j'étais adolescente, la France, on était en 76, 77, 78, on était à 3 milieux de tout ça, évidemment. Je gardais ça pour moi, parce que là, j'arrivais même pas à les exprimer. Ça me paraissait tellement ridicule, je me disais, c'est pas possible. Mais des visions comme ça, j'en ai depuis que je suis adolescente. Le problème, c'est que ces 3 dernières années, ça s'est vraiment intensifié, avec beaucoup de rêves, beaucoup de perceptions très dérangeantes, dans des gares, dans la rue, des sensations vous voyez, comme si j'étais soudain assaillie, je voyais des espèces de foules complètement déchaînées qui dévalaient dans Paris. Le tout mis bout à bout, je n'ai pas pu l'interpréter comme autre chose que comme une multiplication de signes qui parle de l'imminence de la chose, en tout cas de ses débuts, parce que c'est pas ce qui va se passer pour notre pays, c'est pas un événement. Vous voyez, c'est pas un événement, c'est une continuité c'est une crise longue. Hein, c'est une crise longue. Et quand je vois un peu ce qui se passe en Grèce aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on y va, quoi. Ah, voilà. La Grèce, c'est violent quand même. Donc on va jusque là, quoi. Oui. Oui, je suis désolée de le dire, oui. D'accord. Et alors, la question que j'ai envie de vous poser quand même, parce que j'imagine que vous l'êtes posée 100 fois, 200 fois, surtout quand vous étiez adolescente et que vous aviez ces flashs. Est-ce que vous savez d'où ils vous viennent, ces flashs? Alors, je crois que les capacités psychiques dans des cultures qui les favorisent pas, parce que si j'avais été une indienne, j'aurais eu une autre gestion de mes visions et de mes perceptions. Dans nos cultures viennent chez des êtres, chez des sujets qui à un moment dans leur vie sont mis dans une situation difficile où la pensée, le raisonnement ne suffit pas pour avoir des informations. J'ai beaucoup parlé de mon histoire, d'autres en ont parlé aussi, par exemple dans mon livre Fille des étoiles, et puis dans Ma vie et l'invisible, j'ai été exposée à un climat familial très particulier, extrêmement violent. Il est clair que si je n'avais pas développé mes capacités psychiques, je n'aurais pas pu anticiper ce qui allait se passer chez moi, qui était une météo très particulière là encore. Donc c'était où je voyais et j'étais sauvée, où je voyais pas, et je pense que psychiquement parlant, je survivais pas. Et beaucoup de sujets psy, de voyants, très doués, très reconnus, ou ont eu des problèmes familiaux très graves, de type abandon, placement, parents décédés très jeunes, etc., ou ont été mis dans des situations
par exemple, ne parlant pas la langue du pays dans lequel ils étaient. Ça se développe à un moment où les canaux de communication, entre guillemets, normaux sont coupés. Ah ouais. Voilà. Donc c'est mon interprétation. Maintenant, je précise que j'y vois rien de divin. Et ça, vraiment, j'y tiens. Je pense que vous avez lu le rapport de Sheldrake et toutes ces expériences qu'on a avec des animaux. Cette merveilleuse expérience du perroquet qui fait de la télépathie avec sa petite maîtresse et qui est capable de décrire ce qu'elle est en train de voir sur des photos. Il est bien évident que le perroquet n'est pas à ce moment-là possédé ni par, plutôt inspiré par ou la Sainte Vierge ou un ange. Le perroquet, il a juste des capacités psychiques comme tout le vivant. Vous voyez, je tiens vraiment à dire que ma perception des choses, c'est que le vivant, le monde animal, le monde humain, bien sûr, ce sont des animaux différents, mais des animaux tout de même, a ces capacités d'anticipation. Ça fait partie de nos possibles. Alors, dans certaines cultures, c'est encouragé, développé, ritualisé. Dans tous les peuples premiers ont des dispositifs mythico-rituels qui permettent de faire émerger ces capacités, de les utiliser pour la collectivité. Vous voyez ? Et puis dans des cultures où au contraire c'est chassé, stérilisé, empêché, interdit, persécuté, les seules personnes qui arrivent à développer ça, bien souvent, alors parfois il y a aussi des questions de perception qui sont héréditaires, parce qu'en effet il y a des savoir-faire qui se développent de génération en génération. Moi c'est pas mon cas, ça existe aussi. Mais dans bien des cas, c'est une espèce d'accident de la conscience, vous voyez, qui à un moment choisi la capacité extrasensorielle, au lieu, disons-le brutalement, de choisir la psychose. C'est pour ça qu'il y a tellement de personnes dans des asiles psychiatriques, tellement de personnes qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont des flashs. Il y avait un très beau livre d'Elisabeth Laborde-Notal sur ces questions, il y a quelques années, en expliquant qu'en effet, des états de conscience modifiés apparaissaient aussi chez des sujets qui étaient fragiles. Et elle a eu des cas avec des patients psychotiques qui ont été capables de lui donner des informations très troublantes. Ouais. Vous voyez, alors maintenant, ça ne veut pas dire évidemment ni que les voyants sont fous, ni que tous les fous sont voyants. Ouais. Mais c'est clair que pour que les capacités psychiques se développent, c'est un état de conscience modifié. Alors maintenant, il faut revenir quand même à qu'est-ce que sont des informations de voyance. C'est des informations qui ne peuvent pas être devinées autrement. Vous voyez, c'est-à-dire que si vous venez me voir, imaginons que je vous vois par exemple à travers Skype ou dans mon cabinet, bon, je peux vous donner plein d'informations comme n'importe quel videur de boîte de nuit, comme n'importe quel policier. Il peut savoir tout de suite un tas de choses sur vous parce qu'il a vu des centaines de gens et qu'il a une idée assez précise de ceci et de cela. La capacité extrasensorielle, c'est quand on donne des informations qui ne peuvent pas être perçues. Par exemple, vous pouvez avoir une tête à avoir une personnalité, un caractère rebelle, à aimer la musique ou à aimer le cinéma, bon. Mais vous pouvez pas avoir une tête à avoir une mère qui est récemment hospitalisée parce qu'elle a mal au coude. Ouais, bien sûr. Bah oui, voilà. Non. Et ça, c'est le genre d'information qu'on donne dans une consultation de voyance. Et c'est pour ça que quand on dit oui, c'est la psychologie, c'est de la lecture, non, il se passe autre chose. Il se passe autre chose. On a des perceptions précises de situations, de gens. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le décalage qu'il y a entre ce qu'on est capable de faire dans une consultation et l'impossibilité qu'a le champ social de mettre en place des dispositifs qui permettraient de valider ces capacités. Parce que ça a une profonde utilité. Vous voyez ? Elle vous étonne. C'est tout de même. Oui, excusez-moi. Elle vous étonne toujours ces capacités, ces facultés ? Ah, elle m'étonne chaque jour parce que chaque fois que je fais une consultation, je fais toujours un test pour être sûr que je capte bien la personne en face de moi. Je veux qu'on ne me dise rien, c'est très important. Et je dois être capable de donner des points de repère. Voilà ce que vous êtes en train de vivre. Bon. Voilà ce que vous êtes en train de vivre, voilà ce que vous avez vécu. Et je suis toujours étonnée. Et ce qui est rigolo, c'est que les gens qui eux aussi s'adressent à moi sont eux aussi étonnés. C'est-à-dire que oui, je suis étonnée. Je suis étonnée parce que c'est merveilleux, parce que ça fait gagner un temps fou quand ça marche. Bon, parce que ça sert à rien quand ça marche pas, mais ça c'est normal. Il y a aussi des consultations qui s'arrêtent parce que je ne capte pas. Pourquoi? Je n'en sais rien. Bon. Maintenant, c'est un tel outil. C'est un outil tellement merveilleux. C'est surtout un outil, et c'est ça qui m'intéressait aussi dans le fait de travailler avec des scientifiques. Alors, je suis toujours très ouverte à ces collaborations, parce que il m'arrive, Dieu merci, de revenir en France, et je reste tout à fait disposée à des collaborations scientifiques. Si demain, des laboratoires s'ouvrent en France, bien sûr que je serais ravie de prendre l'avion pour aller y travailler. Parce que ce que la voyance montre, c'est qu'on est tous reliés. Voilà. Parce que si je suis capable de vous dire, alors je vous connais pas, que vous avez une mère qui est hospitalisée, qui a un problème de santé à tel endroit, alors que vous m'avez rien dit,
peut-être pas pendant le test des 10 premières minutes, mais ça va venir en flash à un moment dans la consultation. Si je suis capable de dire ça, ça veut dire qu'on est tous reliés. Donc ça signifie qu'au fond, tout ce qui isole l'individualité, l'ego, à un certain niveau n'existe plus. Vous voyez ? Et je trouve que ça a une portée. C'est ce que disait Bertrand Meeus, qui est un chercheur absolument remarquable, avec qui j'ai eu la chance de travailler. Ce qu'on découvre par rapport à la voyance, c'est beaucoup plus intéressant sur la conscience humaine en général que par rapport à la voyance elle-même. Vous voyez, la clairvoyance elle-même, bien sûr c'est merveilleux, la précognition c'est merveilleux, c'est très utile, mais ce que ça ouvre comme compréhension des possibles de l'être humain, c'est complètement enchanteur, c'est complètement révolutionnaire. C'est pour ça que vous avez envie, vous me disiez, ce projet de développement d'écoles pour développer les facultés. Est-ce que vous pensez que c'est... Bon, tout le monde les a, tout le monde ne peut pas les en user aujourd'hui et en jouer, en tout cas, et en jouir. Mais est-ce que c'est pour ça que vous avez envie que les gens puissent développer, parce que c'est un atout considérable? C'est-à-dire que j'ai fait déjà des séminaires avec des élèves en Belgique et en France, avec des résultats qui ont été absolument stupéfiants. D'ailleurs, Stéphane Alix était venu filmer ces résultats en 2010 en Belgique. Des gens qui sont chefs d'entreprise, infirmières, mères au foyer, assistantes sociales. À un moment, on prend la photo du portail de la maison de Marilyn Monroe. Écoutez-moi bien, la photo du portail, c'est-à-dire que c'est un portail métallique qui, à l'époque où Marilyn Monroe était encore en vie, n'existait pas. C'est un portail métallique récent. On donne cette photo à des élèves, on leur dit voilà, vous allez rentrer dans la maison avec votre sixième sens et vous allez essayer de voir ce qui s'est passé là-dedans. Et vous avez ces gens qui travaillent, filmés par Stéphane Alix, avec un papier, un crayon, qui commencent à noter. Et quand ils évoquent ce qu'ils ont vu, ils voient une femme, ils voient un homme, ils voient des gens successful, on va dire, et surtout, ils parlent d'un drame, ils parlent d'une femme ils décrivent très bien, chacun décrit un petit peu de la personnalité de Marilyn Monroe, la beauté, la célébrité, la poésie, la sensibilité. Ils savent pas qu'ils sont chez Marilyn Monroe, hein, c'est sûr. Ils ne savent rien. La seule chose qu'ils ont dans les mains, c'est une photo d'un portail. Ça pourrait être le portail de ma tante. D'accord, bien sûr. C'est que ce portail, la seule chose qu'on voit, parce qu'il y a, si ma mémoire est bonne, je crois qu'il y a un petit arbre comme dans le Midi à côté, donc on voit que c'est un endroit où il fait beau. Bon, mais qu'est-ce qui leur dit que c'est pas la maison de ma grand-mère à Chalon-les-Pins? Il n'y a rien. Bon. Et là, ils rentrent dans une description. Et le plus beau, c'est qu'il y en a une des élèves dit je sais pas pourquoi, j'entends Happy Birthday. Vous connaissez cette chanson Happy Birthday? Ouais, chanté à John Fitzgerald, John Fitzgerald Kennedy. Tout ça a été filmé par Stéphane Alix. Alors, là, on est dans un champ où, bien entendu, les gens qui ne sont pas supposés être des grands voyants, des grands médiums, des grands sujets, arrivent au bout d'un moment, au bout d'un séminaire, à développer ces capacités. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant parce que tant qu'on est dans l'idée que c'est une élection c'est aussi une malédiction. Et on tombe dans une interprétation religieuse, mystique, qui va être immédiatement récupérée, qui donne du pouvoir à ceux qui la possèdent, parce que bien entendu, ils sont des élus de Dieu. Bon, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de dire voilà, c'est pas les hommes, c'est le vivant. Et c'est pas des élus, c'est chacun d'entre nous, à condition toutefois d'arriver à produire les ajustements intérieurs qui permettent au phénomène d'émerger. Voilà. Et ce que je propose, c'est ces méthodes. Et apparemment, elles fonctionnent. Voilà. Maintenant, ce que mes élèves arrivent à vivre en fin de stage, c'est pas, ils s'installent pas comme voyants professionnels. Beaucoup ont des métiers d'aide. Pas la totalité, mais certains, on va dire, ont des métiers d'aide. C'est que ça ouvre en eux une porte qui était fermée, d'intuition, de sensibilité, de respect de leurs émotions, de respect de leurs rêves, de respect de ce qu'ils pressentent. Ça ouvre. La clairvoyance n'est pas là pour empêcher de penser. C'est pas un truc pour rendre idiot. C'est pas un truc pour empêcher de réfléchir. C'est un deuxième accès à la réalité. Vous voyez? Oui, je vois complètement, mais ce que j'aimerais comprendre, c'est les gens à qui vous avez donné la photo du portail de Marilyn Monroe. Oui. À quoi se sont-ils, à quelle fréquence se sont-ils raccrochés pour avoir accès à ces informations? Où est-ce qu'elles sont? Alors, je l'aurais appris avant, parce qu'il y a quand même un avant, c'est pas du premier coup. Bah oui, bien sûr, j'imagine. Je l'aurais appris à travailler sur leur mémoire. Là aussi, c'est des choses dont Bertrand Meeus a beaucoup parlé dans son travail. Je leur ai appris à travailler
sur leur mémoire, c'est-à-dire à avoir une attention. Les flashs de voyance ressemblent à des souvenances. Voilà. Si je vous dis Bob, votre dernier Noël, qu'est-ce que vous voyez ? Oh, des beaux cadeaux. Mais encore. Le Gers, Toulouse, famille. Voilà. Bon, voilà, vous avez 3 mots. Le Gers, Toulouse, famille. Bon, vous voyez, quand ils ont la photo du portail dans les mains, ils voient femme, belle, blonde. Ouais. Voilà. D'accord. Bon, donc par les mécanismes de mémorisation, on apprend, parce que finalement, un flash de voyance, il fait quoi ? Il reconstitue, avec une espèce de palette d'informations que vous avez au fond de vous, un flash de voyance, il reconstitue, avec uniquement ce que vous avez dans vos banques de données personnelles en termes de mémoire, il reconstitue une information qui vous appartient pas. Sauf que c'est ce qui se passe dans toute consultation. Je dis aux gens, voilà, je vois une maison, elle est en hauteur, elle est très claire, il y a une vue, c'est une vue sur de l'eau. Juste, ok. Je ne vois pas leur maison. Je prends des bouts de toutes les maisons que j'ai vues qui sont au fond de moi, dont je me souviens, et avec ces bouts, exactement comme une écriture. L'écriture, elle fait quoi ? Elle prend des signes, elle remet ces signes dans un certain ordre, et elle donne du sens. Par un certain travail de la mémoire, oui, sauf on que, apprend. Maude, moi, quand je vous dis Toulouse, Gers, famille, c'est quelque chose que j'ai vécu. Eux l'ont pas vécu, Mais dans la mesure où d'autres l'ont vécu, ça leur appartient aussi. D'accord. Ils peuvent le voir aussi. C'est ce passage-là. Vous voyez, c'est ce passage-là. Et c'est parce qu'ils ont appris à faire des remémorations de manière extrêmement précise qu'ils savent écouter les premières images, les premières odeurs, les premiers sons, les premières sensations qu'ils ont quand ils voient la photo d'un portail. D'accord. C'est ça qui vous conforte dans l'idée que tout le monde est relié finalement ? Bien sûr, c'est parce que j'ai voulu l'expérimenter. Je n'ai pas de croyance. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, les théories mystiques sur la manière dont le monde serait fait... Ophélie Winter, Dieu m'a donné la foi, c'est pas votre truc en fait, c'est ça ? Non, ça m'intéresse pas du tout. La seule chose qui m'a intéressée, finalement, dans la voyance, au fond, j'ai une forme de matérialisme. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans l'existence, c'est ce qui se voit et se prouve. Voilà. J'ai eu ces capacités psychiques, je les ai expérimentées. Ça fait bientôt 30 ans maintenant que j'exerce, avec succès. Ces capacités, j'ai compris également qu'elles ne m'étaient pas propres. Et j'ai vu aussi que d'autres pouvaient les développer. Et je l'ai fait à travers des stages qui ont fonctionné. Ce qui m'intéresse, c'est que cette capacité fasse partie du vivant et qu'elle puisse se travailler, parce que ce que j'en retire moi à titre personnel, c'est que c'est un merveilleux moyen de navigation. Vous voyez, ce que mes élèves m'ont dit, c'est pas je suis devenu un grand mystique, c'est pas je vois tout sur tout le monde, c'est pas maintenant on ne me trompera plus. Bien sûr qu'on peut être trompé quand on est voyant, bien sûr qu'on peut être abusé, bien sûr qu'il reste l'affectif, bien sûr qu'il reste tout un pan de la vie qui ne va pas être dirigé par la voyance. Et Dieu merci. Bon. Mais ce qu'ils m'ont dit voilà, ça m'a ouvert aux autres, ça m'a ouvert au monde, ça m'a ouvert à moi-même, ça m'a ouvert à la confiance que je pouvais avoir en moi-même et en mes perceptions. Ça rend le champ de relations au réel plus riche. Voilà. Les gens... Et ça vaut le coup. Oui, j'imagine. Les gens qui viennent vous voir quand ils sont face à ces facultés, il y a un vrai bouleversement de vie. Oui, mais ils sont très contents. Ils sont pas très contents. Alors, certains, vous savez, moi j'ai affaire à des gens très pragmatiques. Alors c'est toujours pareil. Oui, les voyants, vous voyez des gens dans la misère ou dans des difficultés terribles. C'est pas juste. Il y a tout un tas de gens qui ont simplement conscience qu'ils sont dans une situation où il y a des choix à faire. Ils savent pas lesquels. Bon. Ils sont étonnés, ils sont toujours étonnés, même s'ils ont vu des vidéos, même s'ils ont lu mes livres, même si leur meilleur ami leur a dit c'est incroyable, etc. Une fois de plus, je ne parle pas que de moi. Il y a plein de très bons voyants qui travaillent très bien, qui ont une très bonne clientèle, qui, comme moi, ont des gens qui sont fidèles depuis 25 ans, qui ont des résultats et qui sont fiables, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne se tromperont jamais. Mais bien sûr que ça les modifie, bien sûr que ça les enchante, parce que c'est quand même un gain de temps incroyable. Vous téléphonez, vous prenez rendez-vous avec quelqu'un. Skype, c'est une révolution. C'est une révolution parce que ça m'a permis de voir les autres. Moi, j'ai jamais aimé travailler par téléphone. Je ne nie pas qu'on puisse faire des consultations remarquables par téléphone, à condition toutefois
de faire une vraie consultation. Vous voyez, je crois pas beaucoup aux consultations minutes. Je pense qu'il faut vraiment prendre du temps, il faut être prudent, il faut avoir du temps pour voir les gens, qu'il faut faire un test, bon. Mais moi, j'ai jamais aimé travailler par téléphone Skype, c'est un bouleversement parce que ça vous permet de voir la personne. Ça vous permet de rentrer en relation avec son expression, avec sa personne. Bon. Pas du tout par rapport à des questions de clairaudience ou de clairvoyance, puisque sur un prénom, on peut faire de la voyance. Mais par rapport à une façon de dire les choses, par rapport à un échange aussi physique. Bon, bien sûr que ces gens sont étonnés, parce que c'est toujours très étonnant d'entendre des informations qui sont pertinentes sur votre histoire. Ce qui est clair aussi, c'est que c'est un tel gain de temps qu'une fois qu'on a commencé à consulter, une fois de plus, pas pour poser toujours les mêmes questions. Il y a une grande ambiguïté, Bob. Il y a énormément de gens qui consultent. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent entendre. Ce qu'ils veulent entendre. Bon. Voilà, ils veulent entendre ce qu'ils veulent. Moi, c'est pas du tout le type de gens qui viennent vers moi. Voilà, ils veulent. J'ai pas de dames qui veulent absolument entendre et qui ont fait 570 voyants avant moi que ce monsieur qui est marié, père de 4 enfants, va quitter sa femme et va les épouser. Voilà, c'est autre chose. Vous voyez, je pense que vous avez des aides dans des situations difficiles. J'avais été invitée un jour par Karine Le Marchand. Dans une émission très intéressante. Il y a une jeune femme qui s'était fait abuser, mais alors très lourdement. Hein. Ça coûtait vraiment beaucoup d'argent pour cette jeune femme. Ces bêtises avec l'audio-hôtel. Et je lui dis, mais écoutez, est-ce que vous pensiez vraiment que ces gens avaient des capacités, avec les capacités tapageuses qui passaient, etc. Elle me dit, mais bien sûr que non. Elle me dit, mais bien sûr que non, je savais très bien qu'ils n'étaient pas voyants. Et moi, j'avais besoin d'entendre ce que je voulais entendre, et j'étais accro. Et elle a ajouté, en me regardant de travers, elle me dit, et puis vous, j'irai jamais vous voir. Tant mieux. Voilà. Je conclurai comme ça. Bon, écoutez, en tout cas, Maud Christine, merci d'être venue ce soir, en direct de l'Uruguay, nous évoquer, votre regard sur la France, tel que vous la voyez. Je tiens à dire que si je l'ai fait, c'est pas pour paniquer quiconque, et surtout que c'était très difficile pour moi, puisqu'une fois de plus, on m'a rien demandé, que j'ai pas l'habitude de m'adresser à des gens en leur donnant des mauvaises infos, surtout quand ils le veulent pas. Bon. Mais, je pense que c'est dans les témoignages, vous voyez, que j'ai reçu des gens qui m'ont dit, voilà, je sais pas ce que j'allais faire, maintenant je le sais, je vais faire ci, je vais faire ça. Bon, tant mieux, voilà. Réorientons-nous en se disant, ça va pas s'arranger demain. Bon. Voilà. Dans tous les cas, il faut prendre certaines dispositions. Je voudrais vous annoncer qu'on a posté la vidéo sur le site de la station et sur le Facebook également de la station. Donc vous risquez d'avoir encore plein de vœux parce que les gens, bien sûr, à chaque fois qu'on poste quelque chose, ils sont des milliers à regarder tout cela. Merci Maud. D'accord. À très bientôt, j'espère. À très bientôt, Bob. Au revoir. 21h minuit sur le